On pourrait donc aussi vous appeler les irréductibles, n'est-ce pas? Vous restez jusqu'au bout. Merci beaucoup parce que j'espère que ma fin ne sera pas amère, mais merci beaucoup d'être resté. Merci, Alex. Merci, Jonathan. Merci à toute la famille de JNS TV de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et je voudrais vous parler de la guerre de l'information parce que je pense que c'est l'un de ces sujets dont on ne parle pas beaucoup et cela nous préoccupe évidemment beaucoup, pas seulement parce que nous travaillons dans le domaine de l'information ou que nous traitons de l'information, mais aussi parce que c'est ce que la première ministre appelle le huitième front, puisque nous menons une guerre sur 7 fronts. Mais le huitième front est celui de l'incitation de la haine des Juifs. Cela a progressé à toute allure dans le monde entier, en particulier depuis le 7 octobre, d'une manière à laquelle nous ne nous attendions vraiment pas. Et la nature et la rapidité de cette propagation sont quelque chose que je ne pense pas que nous ayons déjà vu cela auparavant. Et donc, je voulais commencer mes remarques par un commentaire. J'ai vu ce matin sur mon fil d'actualité juste un extrait d'une interview que Jeremy Boring, qui travaille pour The Daily Wire, il est le PDG de The Daily Wire et il a aussi, je crois, un podcast. Il a été interviewé par un autre podcasteur et il a dit là, dans l'extrait que j'ai vu, que chaque fois qu'il écrit quelque chose en faveur d'Israël, il est immédiatement submergé. Il n'est pas juif par, vous savez, des dizaines de commentaires l'accusant de je ne sais quoi, de la calomnie du sang ou de n'importe quelle diatribe antisémite à la mode ce jour-là. Donc, à chaque fois qu'il dit quelque chose en soutien à Israël, il se fait attaquer. Il reçoit des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines de commentaires d'utilisateurs qui l'attaquent en tant que juif alors qu'il n'est pas juif. Et nous voyons aussi autre chose, c'est que dès que TikTok est entré sur le marché américain, nous avons constaté une corrélation directe entre la montée en puissance de TikTok ou sa pénétration du marché médiatique américain et la montée de l'antisémitisme aux États-Unis, c'est-à-dire que la plateforme elle-même était un vecteur direct et un diffuseur de l'antisémitisme dans tout le tissu social américain. Plus il y avait de monde sur TikTok, plus il y avait d'antisémites, presque un pour un. Et vous savez, cela nous amène à une certaine ironie, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ici se souviennent d'un monde avant Internet et de l'émerveillement ressenti en découvrant qu'on pouvait discuter avec des gens du monde entier depuis son ordinateur, sans fax ni timbre, n'est-ce pas? Je veux dire, c'était quelque chose que nous n'avions jamais imaginé, cette connexion par modem à Internet, et soudainement, vous étiez reliés au monde entier. Et dès le début du XXe siècle, cela changeait déjà les résultats des élections. Cela avait déjà un impact. Quiconque comprenait mieux comment utiliser Internet pouvait mieux faire passer son message, et cela influençait déjà la politique d'une manière que personne n'avait anticipée. Mais ce que nous constatons, c'est que la prolifération de l'information à travers le monde n'est pas corrélée à une expansion des connaissances. Ce n'est pas parce que les gens voient plus d'informations ou de choses au quotidien qu'ils deviennent plus instruits. En fait, cela les rend moins instruits. Ainsi, les gens, en moyenne aujourd'hui dans le monde entier, sont moins informés sur les faits qu'ils ne l'étaient probablement avant l'existence d'Internet, ce qui est vraiment étrange, sauf que si vous vous posez la question pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'en même temps que l'information se répand, la désinformation se propage aussi, délibérément et avec préméditation. Alors, qu'est-ce qui fait que la désinformation est plus susceptible d'être adoptée par les utilisateurs de plateformes comme TikTok, comme Twitter ou X ou Facebook ou encore Instagram? C'est que cela ne vous oblige pas à réfléchir à la façon de résoudre les problèmes. Cela vous demande de réfléchir à qui blâmer pour vos problèmes. Et c'est beaucoup plus facile. C'est bien plus facile à faire passer. Ce que fait la désinformation, c'est qu'elle joue sur les préjugés latents. Elle est conçue sur mesure pour correspondre aux préjugés des gens qui existaient avant qu'ils ne reçoivent la désinformation, puis elle les active. Elle déclenche, elle donne du pouvoir aux personnes qui ont un préjugé latent pour qu'elles se sentent soudainement à l'aise d'exprimer ce préjugé.
D'accord. Donc, ce qui est remarquable, c'est que les niveaux d'antisémitisme ont augmenté en moyenne moins dans des endroits comme les pays arabes que dans des endroits comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. Et pourquoi cela? Parce que les préjugés n'étaient pas latents au départ, n'est-ce pas? Si vous regardez le Qatar ou l'Égypte ou l'Arabie saoudite ou peu importe où vous regardez, les données des enquêtes Pew sur l'antisémitisme parmi les Jordaniens dans les années 1990 montraient que près de 100% des Jordaniens avaient une attitude négative envers les Juifs. Et, comme par hasard, c'est toujours le cas. N'est-ce pas? Ce que vous constatez, la grande différence se trouve entre des pays comme la France, le Canada ou l'Amérique ou les États-Unis d'Amérique, où il y avait davantage de préjugés latents qui ne s'exprimaient pas dans les données des enquêtes d'opinion dans les années 1990, 2000 et même dans les années 2010. Mais cela est désormais déclenché par la diffusion délibérée de préjugés contre les Juifs sur ces plateformes par des acteurs étatiques, y compris bien sûr le Qatar, la Turquie, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, etc. Et ce sont des opérations délibérées menées par des gouvernements, mais aussi par des individus. Si vous repensez un instant à la déclaration de ce matin, pas la Sante, mais Jeremy Boring, je crois que ça s'écrit B-O-E-R-I-N-G, je ne suis pas sûre. Mais qu'est-ce qu'il attaque? Quels sont ces dizaines et dizaines de commentaires sous chaque déclaration pro-Israël que Jérémy fait? Eh bien, beaucoup d'entre eux ne sont probablement pas des personnes, mais des bots. Donc, ce sont des réponses automatisées déclenchées par un algorithme qui est aligné sur la communication pro-Israël. Donc, c'est déclenché par une déclaration pro-Israël, une phrase pro-Israël, peu importe ce que c'est, et donc ça lui est envoyé automatiquement, n'est-ce pas? Et ça lui fait perdre du trafic. Peut-être qu'il va perdre des abonnés. Et d'un autre côté, on constate avec le temps, et ce que nous avons vu, c'est que ces influenceurs, ces podcasteurs, animateurs, auteurs, peu importe qui ils ont peut-être passé la plupart de leur temps à parler de gadgets. Mais s'ils parlaient de gadgets et qu'ils lançaient soudainement quelque chose sur le fait que les Juifs contrôlent Hollywood, alors tout à coup, cette déclaration obtenait 300 000 vues de plus que tout ce qu'ils avaient dit sur leur sujet habituel des gadgets. Donc, vous avez quelqu'un qui parlait de quelque chose qui n'a rien à voir avec les Juifs, comme par exemple la remise en forme masculine. Nous avons beaucoup vu cela dans ce qu'on appelle la manosphère. Et puis, soudainement, lorsqu'ils commencent à introduire de l'antisémitisme dans leurs propos, ils deviennent mondialement célèbres. Et ils deviennent énormément respectés en tant qu'experts sur la question des Juifs qui contrôleraient tout ce qui est néfaste sur la planète Terre. Et donc, si vous cherchez à obtenir le maximum d'abonnés à votre podcast ou à ce que vous vendez, alors la façon d'y parvenir, vous découvrez, c'est en vous lançant là-dedans. L'antisémitisme consiste à diffuser des messages antisémites et à donner aux autres l'approbation nécessaire pour se sentir à l'aise dans leur propre antisémitisme ou pour adopter l'antisémitisme comme une carte de visite. Même s'ils n'avaient pas vraiment beaucoup réfléchi aux Juifs auparavant et certainement pas à l'idée de nous détester, et évidemment, vous savez, c'est très clair chez les woke, n'est-ce pas, qu'ils réagissent. Ce n'est pas seulement ça, vous savez, quelqu'un qui a soudainement découvert qu'Israël est la source de tout mal, alors qu'elle faisait l'éloge d'Israël après le 7 octobre. Ce n'est pas qu'elle ait soudainement découvert une vérité plus profonde. En réalité, elle a trouvé la vérité plus profonde du marketing, donc c'est une vérité plus profonde liée aux résultats financiers, ce qui nous amène alors à la question, eh bien, que faisons-nous? Et donc, les démocraties, les endroits où il y a la liberté d'expression sont concernés. En fait, d'abord, je voudrais juste mentionner une autre chose, c'est que les institutions générales sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour être dire la vérité ou du moins être capable de diffuser des informations réelles sont les médias et le monde universitaire, n'est-ce pas? Je veux dire, ce sont deux institutions classiques. Si vous aviez le sceau d'approbation de l'université Harvard ou du New York Times, alors c'était vrai. Je l'ai lu dans le Times, n'est-ce pas? Combien de fois avons-nous dit ça
nous citons un article. J'ai lu cet article dans le New York Times il y a quelques semaines et après, tout le monde vous croit. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça a toujours été toutes ces années précédentes. Et maintenant, nous avons une situation où le New York Times reçoit un prix Pulitzer pour une photo en première page montrant un enfant atteint de mucoviscidose. Et cette photo est utilisée comme une calomnie du sang pour dire qu'Israël affame les enfants à Gaza, n'est-ce pas? Ils ont retiré de cette photo le frère du petit garçon, qui est un tout petit normal, en bonne santé et bien nourri, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas que cela apparaisse, alors ils l'ont retiré. Vous savez, et donc le New York Times diffuse sciemment une calomnie du sang. Délibérément, avec une intention malveillante, vous trouvez aussi des études sur le colonialisme de peuplement dans les meilleures universités, alors que cela n'existe même pas. Donc tout cela est complètement imaginaire, inventé de toutes pièces, et des gens écrivent des livres sur le colonialisme de peuplement. Je ne sais pas, j'habite à Ephrate, je n'ai jamais vu de colonialistes dans mon quartier, il n'y a que des femmes au foyer en banlieue. Vous savez, donc je veux dire, et d'ailleurs, c'est là que le roi David est né. Donc, c'est un phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est nouveau, qui est différent de ce que nous avons vu dans le passé, où les institutions sur lesquelles on pouvait compter autrefois pour authentifier la vérité sont désormais achetées. Combien d'argent a-t-on découvert que le Qatar avait versé à des institutions académiques américaines? Vous savez, des centaines de milliards de dollars, n'est-ce pas, au cours des 15 dernières années ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont compris qu'ils pouvaient non seulement manipuler les récits en ligne, la Chine aussi, n'est-ce pas? Non seulement vous pouvez faire cela, mais si vous financez une institution, vous en prenez le contrôle par des dons. Vous pouvez ainsi introduire des sphères entières du monde académique qui sont toutes fausses, qui ne sont que des mensonges, qui sont totalement inexacts. Donc les garants de la vérité, le monde académique, les médias traditionnels font en quelque sorte partie de ce complexe de contre-vérité, d'adaptation des messages aux préjugés latents. Alors maintenant, après avoir dit une grande partie de la triste vérité sur la situation, la question est, que doivent faire les Israéliens, que doivent faire les Juifs du monde entier face à cela? Ce système extraordinaire déployé et utilisé contre nous, et je pense qu'il y a deux réponses, et aucune d'elles n'est parfaite, mais elles sont toutes les deux suffisantes. La première chose dont nous devons nous souvenir, c'est que nous avons une ressource de notre côté, et elle est petite, mais elle est importante. Elle s'appelle la vérité. Et oui, allons-y pour la vérité. Applaudissons la vérité, d'accord? Un grand applaudissement. C'est ça. Nous avons la vérité de notre côté. Et donc, quand nous parlons, ce n'est pas un récit. Ce n'est pas le récit israélien que nous racontons. Ce sont en fait les faits. Vous savez, beaucoup de ceux qu'on appelle des journalistes, n'est-ce pas, qui ont été tués par les forces de Tsahal, étaient en réalité des terroristes, exactement comme nous l'avons dit quand nous les avons tués, vous voyez? Et le Hamas ne donne pas de données réelles sur le nombre de civils tués. Ils mentent, n'est-ce pas? Comme l'a montré le colonel John Spencer, directeur de l'Institut de la guerre urbaine à West Point, nous avons le plus faible ratio de morts entre combattants et non-combattants de l'histoire de la guerre moderne, non? Et ce n'est pas une demande de traitement de faveur. C'est la manière juive de faire la guerre. C'est la manière de faire la guerre de Tsahal parce que nous ne visons pas les civils. Et évidemment, toute cette histoire de génocide relève de la calomnie du meurtre rituel, n'est-ce pas? Donc, quand nous disons la vérité, nous disons la vérité. Quand nous racontons notre version des faits, ce que nous racontons, c'est l'histoire. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens comme Jeremy Boring qui seront prêts, et je le remercie vraiment, à endurer la haine comme s'il était juif parce qu'il se soucie réellement de la vérité. Et je pense qu'il y a suffisamment de personnes dans ce monde qui se soucient de la vérité pour nous aider à franchir cette étape difficile. Aurons-nous la majorité? Nous serons assez nombreux. Nous serons assez nombreux et nous n'avons pas besoin de chercher la majorité. Nous devons chercher des personnes qui sont bonnes et qui l'emporteront. La vérité l'emportera et le bien triomphe du mal. Pourquoi? Parce que, entre autres, parce que Dieu. D'accord? C'est bon, c'est bon.
Et la deuxième chose dont nous devons nous souvenir, c'est que, comme le Premier ministre le dit toujours, Netzach Israël lo yishaker, n'est-ce pas? Le caractère éternel d'Israël est une vérité. Et notre tâche dans notre génération, tout comme dans toutes les générations précédentes et celles de nos enfants et petits-enfants après nous, est de faire avancer cela et de garder notre foi en cette vérité fondamentale. Nous devons protéger nos vies, notre pays, notre peuple et avancer sur cette voie vers l'éternité juive. C'est notre mission et nous faisons vraiment du bon travail. Nous ne devrions pas, si nous y pensons comme à une caravane, et tous les mensonges qui sont dits à notre sujet, comme des chiens qui aboient contre nous, nous devons rester fidèles à nous-mêmes, à notre mission et à la vérité. Et simplement continuer d'avancer sans se laisser distraire ni convaincre, évidemment, par les chiens qui aboient au bord de la route. Parce que nous sommes notre histoire, nous écrivons notre histoire et nous avançons avec notre histoire. Et nous avons tant de raisons d'être fiers de ce que cette génération de Juifs ici en Israël a accompli ces 3 dernières années. C'est vrai, nous avons eu tant de réussites sur le champ de bataille, dans notre société, parmi notre peuple. Ce n'est pas seulement suffisant, c'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant. Cela devrait vous émouvoir. Moi, ça m'émeut. Chaque fois que j'y pense, j'ai la gorge serrée tant c'est extraordinaire. Ces jeunes en première ligne depuis le 7 octobre sont les personnes les plus incroyables dont nous n'aurions jamais imaginé l'existence. Et je manquerais à mon devoir si je ne terminais pas en remerciant aussi mon patron, le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sur le plan personnel, je le remercie de m'avoir permis de travailler à ses côtés et d'apprendre auprès de lui. Mais je pense qu'en tant que juive, ce qui est vraiment incroyable, c'est que je suis assise à côté d'un homme qui est littéralement immortel parce que les choses extraordinaires qu'il fait et la façon dont il dirige ce pays aujourd'hui seront racontées. Nous serons tous oubliés, ou je serai oublié. Mais on parlera de lui comme on parle du roi David et de Josué. Les gens se souviendront toujours de lui à cause de ce qu'il fait aujourd'hui. Et nous devons reconnaître à quel point nous sommes bénis de l'avoir. Et donc, je veux vous remercier. Je veux encore réaffirmer, renforcer le message. Oui, personne ne nous a promis un jardin de roses, n'est-ce pas? Et de toute façon, ils sont pleins d'épines. En observant notre peuple, on voit qu'ils sont des roses parmi les épines, comme dit dans le Cantique des Cantiques. Nous avons de la chance et sommes bénis. Nous ne devrions pas être fatigués ou tristes parce que c'est difficile. Nous devrions réaliser à quel point nous avons de la chance et sommes bénis de vivre à cette époque où nous avançons vers une nouvelle ère de l'histoire juive grâce à nos enfants extraordinaires, à nous-mêmes et à notre dirigeante. Merci beaucoup.